je m'appelle Ariane Billeran. Je suis psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie. J'ai également une formation de lettres classiques et une formation en philosophie morale et politique. Et après 20 ans à analyser les pathologies du pouvoir, d'abord via la philosophie et ensuite via la psychologie, j'ai passé beaucoup de temps à auditer dans les entreprises quand ça a commencé à dysfonctionner dans les collectifs. J'ai également un cabinet avec des patients depuis des années. Ma première formation en psychologie, c'est psychologie pour enfants. Mais ensuite, j'ai fait un doctorat sur la représentation du temps dans la psychose. Donc, c'est intéressant parce qu'il y a peut-être des éléments qu'on va pouvoir aussi reprendre. Et je m'intéresse tout particulièrement depuis des années à la question de la déviance du pouvoir au niveau psychopathologique, c'est-à-dire aux pathologies que sont la perversion et la paranoïa essentiellement. Et je dirais qu'il y a un point d'étude qui m'interpelle tout particulièrement parce qu'il n'est quasiment pas travaillé, il me paraît essentiel, c'est la question de la contagion délirante dans les collectifs. Comment ça opère? En fait, on sait que le délire paranoïaque peut être contagieux. Et comment opère cette contagion d'un psychisme à un autre? Et ceci me paraît essentiel pour expliquer les dérives totalitaires dans l'histoire, qu'on ne peut pas simplement expliquer par des tyrans. Hein. C'est qu'à un moment donné, il y a dans le peuple quelque chose qui s'active et qui fait soumission aux tyrans. Vous êtes entré en résistance aujourd'hui par rapport justement à cette contagion délirante dont le monde s'est voilà, soudainement senti prisonnier, quoi. C'est complètement hallucinant la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. Vous avez une explication en quelques mots, on va y revenir bien sûr dans le détail, mais je reformule ma question. Juste en quelques mots, que vous inspire la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui? C'est-à-dire, voilà, 5 milliards d'habitants ou complètement prisonniers d'une situation dont on a du mal à imaginer qu'on en soit là aujourd'hui au XXIe siècle. Alors, je crois, ça m'inspire plusieurs réflexions. La première, c'est que la paix n'est qu'un moment d'accalmie dans toute l'histoire de l'humanité. Hein, c'est-à-dire que l'humanité, elle n'est aux prises qu'avec des complots contre elle-même. Alors, c'est intéressant parce que j'ai indiqué à des personnes autour de moi, voilà, je vais participer, etc. De quoi il faudrait que je parle à votre avis? Et on m'a répondu, surtout, tu ne parles pas du complot. Alors, évidemment, j'ai envie de commencer par ça. Allez-y, c'est quartier libre. Premièrement, Oui. Premièrement, il y a une constante dans l'histoire de l'humanité, c'est que ceux qui ont des privilèges au détriment de ceux qui n'en ont pas, se sentent persécutés par ceux qui n'en ont pas, parce que ceux qui n'en ont pas et qui sont plus nombreux pourraient éventuellement se rendre compte qu'ils ont confisqué des privilèges et même, pourquoi pas les tuer. Et donc, ils organisent des complots contre ceux qui n'en ont pas. C'est de la paranoïa. Et ceci, alors, voilà, on va voir. C'est l'histoire de l'humanité. C'est l'histoire de l'humanité. Sauf qu'il y a quelque chose d'absolument inédit aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas le droit de le penser. Et que toute pensée sur cette question est criminalisée. Alors, pourquoi la pensée, elle est criminalisée? Pour éviter de penser les crimes. C'est tout simplement ça. Donc, que se passe-t-il? Nous avons, alors ça c'est un point qui m'intéresse énormément, la question de la corruption du langage, la perversion du langage pour précisément aider à la contagion délirante et à la propagande. Nous avons des néologismes aujourd'hui comme complotiste, comme théorie du complot, comme conspirationniste. Je rappelle que cette année, quand même, grande première, le philosophe Giorgio Agamben, qui est un philosophe italien extrêmement connu, a été classé conspirationniste. Alors, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les philosophes, dans la philosophie morale et politique, n'ont eu de cesse que de dénoncer les complots qui étaient faits contre les peuples, et avec des conseillers. Je veux dire, Machiavel est un conseiller du complot. Socrate
quand il s'affronte aux oligarques, il est en train de dénoncer, en fait, un complot. Antigone, quand elle dénonce ce qui se passe avec Raymond, elle est en train de dénoncer un complot. Et donc, aujourd'hui, c'est très intéressant parce que je crois que ce terme, à lui tout seul, résume tout. On a complotiste, conspirationniste, théorie du complot. Ça veut dire celui qui pense des complots. Mais en fait, on ne nous dit pas si ces complots sont vrais ou sont faux. Parce que si ces complots sont vrais, celui qui pense des complots, c'est un philosophe ou un résistant. Si ces complots, c'est un paranoïaque, et le paranoïaque, c'est l'inverse du philosophe. Donc le paranoïaque, c'est qui? C'est un fou délirant qui, parce qu'il se sent persécuté, complote contre ceux dont il estime qu'ils le persécutent. Mais pourquoi il se sent persécuté par eux? Parce qu'en réalité, il se sent persécuté par son propre sentiment d'illégitimité, son propre sentiment de culpabilité. Donc, dans le même mot, nous avons tout et son contraire. C'est-à-dire que là, on est en train de défier totalement la logique de base qui fonctionne sur le principe de non-contradiction. C'est-à-dire, on ne peut pas affirmer une chose et son contraire à la fois. Eh bien, aujourd'hui, nous avons à minima 3 mots, mais beaucoup plus dans ce langage qu'on n'arrête pas de nous corrompre. 3 mots qui veulent dire à la fois tout et son contraire. Et de sorte que, qu'est-ce qu'il se passe avec le langage paradoxal? Parce que c'est le langage paradoxal, d'ailleurs, le langage privilégié des pervers. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est le langage privilégié des pervers. Pourquoi? Parce qu'à la fin, ça vous crée des nœuds dans la pensée. Vous êtes sidéré, vous ne comprenez plus rien. Et comme vous êtes sidéré, non seulement vous ne pensez plus, mais vous n'agissez plus pour rester bloqué. Donc, on a là une situation, je dirais, tout à fait inédite, où aujourd'hui, qui veut penser est criminel. C'est-à-dire, on met en doute, ça ne veut pas dire qu'on va prendre un chemin ou un autre, mais la pensée, elle fonctionne par la dialectique. C'est-à-dire, j'ai besoin de penser une chose, j'ai besoin ensuite de penser son contraire, et ensuite, chacun a le droit de se forger sa propre opinion, son propre esprit critique. Et tout ça, ça nous est confisqué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une pensée monolithique qui est, premier principe, il y a un virus extrêmement dangereux qui menace la survie de l'espèce humaine. Donc, ça, on n'a pas le droit de l'interroger. Les moyens mis en œuvre pour lutter contre ce premier principe, c'est-à-dire on vous supprime toutes vos libertés, on vous supprime tous vos droits, on vous supprime tout ce qui vous humanise, la socialisation, les fêtes, la rencontre, le toucher, les funérailles, on pourra en reparler des funérailles. On vous supprime tout ce qui vous humanise, et pire, on vous met dans la détresse la plus absolue. C'est-à-dire que moi, j'ai assisté à tout ça depuis l'Amérique du Sud. Donc en Amérique du Sud, il faut bien voir que, je crois en 2018, la pauvreté extrême était à 57 millions de personnes. Et nous arrivons aujourd'hui à un chiffrage à 43,4 millions de personnes. Pour combien de centaines de milliers de cas? C'est-à-dire de pauvreté extrême où les gens n'ont plus de quoi se nourrir ni nourrir leurs enfants. Et c'est une situation apocalyptique que j'ai vécue, ayant beaucoup aidé ici les gens à se nourrir, parce que tout simplement un confinement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie plus de revenus. Il n'y a pas de chômage, il n'y a pas d'aide financière, il n'y a pas d'aide sociale, il n'y a pas de retraite. Les gens, ils vivent au jour le jour. Donc, en fait, on atteint dans le raisonnement un premier principe qu'on n'a pas le droit de contredire. Donc ça, c'est très problématique parce que quand même, je crois que beaucoup de médecins ne sont pas d'accord avec ce premier principe. Donc, on va pouvoir en débattre. Ensuite, des moyens sur lesquels nous n'avons pas le droit de réfléchir, de, encore une fois, débattre, et qui, en fait, ont une logique qui est la fin justifie les moyens. Alors, ça veut dire quoi? Philosophiquement parlant, la fin justifie les moyens. Ça veut dire qu'on a le droit de prendre comme un moyen ce qui n'en est pas un. La fin justifie les moyens, ça veut dire j'ai le droit de tuer au nom d'une cause plus grande. Ben non, en fait. Non. Ça veut dire j'ai le droit de torturer au nom d'une cause plus grande. Non.
Et c'est un adage politique de tyran. Alors, voilà la situation à laquelle nous nous trouvons. Donc, c'est une... Mais, Oui. mais comment expliquez-vous qu'il y ait une telle docilité? Comment expliquez-vous qu'en Europe, ce que vous dites qui semble être le bon sens, juste devrait vous révolter ou devrait révolter tout le monde, comment expliquez-vous une telle acceptation de cette tyrannie? Les tyrans ont plus d'un tour dans leur sac pour soumettre les foules. Et ceci, je crois que cette année est le symptôme d'une dégénérescence dans laquelle nous sommes depuis très longtemps, puisque moi déjà en 2010, dans un livre, je parlais de démocratie totalitaire. Aujourd'hui, je vais vous dire, on est carrément dans le totalitarisme. C'est plus la peine de parler de démocratie, puisque l'opinion du peuple et son consentement, on s'en fout. L'État décide pour vous ce que vous faites, où vous allez, ce que vous avez le droit de boire ou pas, hein, puisque maintenant, ici, en tout cas, il y a eu la loi sèche, c'est-à-dire l'interdiction de vendre de l'alcool, décide qui vous avez le droit de voir, qui vous n'avez pas le droit de voir. Donc l'État décide pour vous, l'État pense pour vous, l'État s'intruse dans l'intime pour vous. Et donc, ce pouvoir tyrannique, moi j'appelle toujours les tyrans les passionnés du pouvoir. C'est-à-dire que la philosophie morale et politique, elle sait très bien que ceux qui aspirent au pouvoir, en général, ce ne sont pas des hommes vertueux. Et que les hommes vertueux, ils fuient le pouvoir parce qu'ils connaissent le difficile exercice du pouvoir. Hein. C'est Kant qui dit qu'il y a deux exercices incroyablement difficiles, sans doute les plus difficiles au monde, c'est gouverner et éduquer. Donc, on peut revenir même à Platon qui disait qu'il faudrait donner le pouvoir aux philosophes, mais parce qu'ils sont philosophes, ils n'en voudraient pas. Donc, aujourd'hui, nous avons certainement pas des hommes vertueux au pouvoir, et nous avons aussi quelque chose d'assez inédit dans les manipulations de masse, parce que de tout temps, encore une fois, on cherche à manipuler les masses, c'est la rencontre entre des techniques de propagande très élaborées, une connaissance du psychisme humain très élaborée, et en face des peuples qui ont été dépossédés de leur accès à l'analyse de la rhétorique, de leur accès à l'analyse de leurs émotions, de leur accès à tout simplement l'analyse de la manipulation du discours. Et je crois que c'est très important parce que je relisais Cicéron dans les Tusculanes qui dit bien que la philosophie est une médecine de l'âme parce qu'elle nous enseigne à nous méfier de nos émotions. Parce que qu'est-ce qui se passe? Nous avons un management à la peur. Et ce management à la peur nous fait faire table rase de questions profondément métaphysiques sur la vie humaine. C'est-à-dire, qu'est-ce que vivre? Est-ce que vivre, c'est survivre? Est-ce qu'à un moment donné, on a demandé aux personnes âgées auxquelles on a privé, qu'on a privé de tout lien affectif, est-ce qu'on leur a demandé ce qu'elles préféraient? C'est-à-dire, peut-être vivre une semaine, mais dans la tendresse de leurs proches, ou vivre encore 10 ans dans un univers tel qu'on nous le présente. Et ce choix-là, c'est un choix que chacun doit faire en conscience. C'est-à-dire que c'est le choix d'Achille quand, à la guerre de Troie, sa mère vient le voir et elle lui dit voilà, attention Achille, tu as le choix. Soit tu vas mener une vie bien confortable avec ta femme, tes enfants, tout ça, tu seras heureux puis tu vivras longtemps. Soit tu vas aller à Troie. Et à Troie, tu vas mourir jeune, mais tu accompliras des choses héroïques qui seront connues de tout temps dans toute l'histoire de l'humanité. Nous sommes en 2020 et nous connaissons les exploits d'Achille. Donc ce choix héroïque de la vie héroïque, il doit être laissé à tout un chacun. Et ça me paraît extrêmement important, c'est-à-dire qu'on nous supprime le droit à la vie héroïque. Est-ce que Saint François d'Assise, il s'est demandé s'il allait attraper la lèpre quand il est allé aider les lépreux et quand il a vécu avec eux? C'est le choix de la vie héroïque. C'est-à-dire à un moment donné, qu'est-ce que c'est que cette vie héroïque? C'est ce qui nous humanise.
C'est-à-dire, à un moment donné, ce qui nous humanise, c'est l'amour, et c'est la charité, et c'est le sacrifice, c'est-à-dire le fait de rendre sacré le lien humain. Et est-ce que Antigone se dit, oh là là, je vais mourir si je dis à Créon qu'il faut enterrer les morts et qu'il est en train d'enfreindre des lois divines? Est-ce qu'elle est en train de se dire, oh là là, non, c'est à un moment donné, nous ne sommes ni des êtres de nature, parce que dans la loi de la nature, c'est la loi du plus fort, donc les plus vulnérables meurent. Et nous ne sommes pas des êtres non plus uniquement de culture, nous sommes des êtres dont l'humanité passe par le respect de lois divines. Je ne parle pas de religion, je parle de lois divines, c'est-à-dire transcendantes. Qu'est-ce qui nous humanise? Eh bien, c'est effectivement d'apprendre à mourir. Philosopher, c'est apprendre à mourir, d'apprendre à nous confronter à la maladie, d'apprendre à nous confronter à la mort. Et donc, la vraie question, la seule question pour moi de cette année, c'est qu'est-on prêt à accepter et jusqu'où pour perdre notre humanité? Et justement, pour en arriver là aujourd'hui, vous l'aviez dit tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il faut des techniques de propagande bien rodées. Quelles sont ces techniques qui vous ont sauté aux yeux pendant ces 3-4 mois qui fait qu'on en arrive à une situation telle qu'on la connaît aujourd'hui? La première, c'est le choc traumatique. Donc ça, c'est des techniques que j'ai particulièrement étudiées pendant des années, ayant une spécialité très fine sur les processus harceleurs. La première technique, c'est le choc, c'est-à-dire attention, vous allez tous mourir. Donc ça, choc, répété toute la journée, répété avec des chiffres de propagande mortifères, c'est des chiffres de mort qui sont comparés à aucun autre, qui sont sortis du contexte. Et puis, je vais rien apprendre à tout le monde quand on va dire que les chiffres ont été un petit peu trafiqués. Ici, le Collège médical de Bogota a reconnu que de toute façon, aux urgences, il fallait admettre tout le monde sous Covid. Donc, cette comptabilité mortifère qui nous est répétée, 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 choc traumatique, donc terreur, il y a une menace extrêmement dangereuse qui vient mettre en danger la survie de l'espèce, donc la terreur, première technique de propagande, et vous savez, pour les Grecs anciens, les deux émotions les plus délétères par lesquelles nous pouvons nous laisser manipuler, c'est la terreur et l'empathie. Les deux ont été agités. Donc, première chose, la terreur, et une méthode sectaire. Sectaire, parce que sécaré, ça veut dire couper. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans les sectes? On vous coupe de votre environnement antérieur, de vos repères antérieurs, de ce qui vous structure et vous permet d'avoir une identité, et on vous coupe de vos relations. Donc, qu'est-ce qui a été fait? Méthode sectaire. On vous coupe de tout, tous vos repères, et ensuite, lavage de cerveau. Lavage de cerveau rendu possible grâce au confinement et aux médias qui sont à l'intérieur de nos maisons. C'est ça? Parce que quand on est confiné, on regarde la télé, et quand on regarde la télé, on s'auto-alimente dans la destruction, quoi. Je pense par la terreur, c'est-à-dire que comme on ne comprend pas quelle est cette menace, on va essayer de s'informer. Alors quand on essaie de s'informer, on va essayer de s'informer par les médias. Et donc, on voit bien aussi tout le phénomène de censure qui s'est opéré. Mais si on n'a rien à se reprocher, on n'a rien à censurer. Encore une fois, la pensée, elle fonctionne par diversité. Je dis une chose aujourd'hui, demain, peut-être, si j'ai une conversation avec quelqu'un d'autre qui pense différemment, je peux aussi évoluer dans ma pensée. Alors, on voit bien que tous les débats contradictoires ont été censurés. Tous les gens qui disaient... c'est très, très problématique, en fait, cette voilà, en fait, c'est le monopensée. Ça, c'est le premier point, le choc traumatique. Ensuite, la deuxième stratégie de manipulation, c'est la culpabilité. Donc, on va revenir à l'empathie des Grecs anciens, c'est-à-dire, si vous ne faites pas ceci, cela, que personne n'a le droit d'interroger, vous êtes coupable, parce que vous allez être coupable de contaminer les autres. Donc là, c'est très pervers, parce que on va juste se poser 2 secondes la question de la culpabilité, de pourquoi la planète est dans cet état, c'est-à-dire cet état de destruction écologique, cet état de famine et cet état de guerre quasi permanent dans plusieurs régions du monde. Est-ce que c'est la faute des peuples?
Combien de morts ça fait tout ça? Combien de détresse, combien de souffrance? Est-ce que vraiment ces gens-là, on va en reparler parce que il faut voir d'où ça vient, ces gens-là, est-ce que vraiment ils se préoccupent de notre bien? Ça, c'est la troisième technique de manipulation, quand on va vous dire qu'il faut faire quelque chose pour votre bien. Pour votre bien, vous devez faire ci, faire ça. Alors, ça, c'est une technique extrêmement raffinée de manipulation parce qu'en fait, qui est habilité à définir ce qui est pour notre bien? Nous-mêmes. Et c'est tout. Et personne d'autre. À partir du moment où on vient nous expliquer que ceci est pour notre bien, ça doit déclencher des alarmes très importantes. Très importantes. Donc, quatrième stratégie, il y en a beaucoup, hein, mais on peut énumérer les essentiels, la stratégie de la division. Je n'aurai confiance en des gouvernants que le jour où ils auront des discours d'union des peuples. On a bien vu que tout ce qui s'est passé en 2020, ce sont des stratégies de division du corps social. C'est-à-dire, la ligne de fracture n'est plus entre ceux qui ont des privilèges et ceux qui n'en ont pas. C'est-à-dire entre les maîtres qui confisquent tout et les esclaves à qui on laisse les restes. Mais elle devient une ligne de fracture, d'abord tout à fait invisible, puisque c'est un ennemi invisible. Ça, c'est très, très raffiné aussi, c'est un ennemi invisible. Donc la ligne de fracture, c'est au sein du corps social, chacun peut devenir mon ennemi. Chacun peut être contagieux. Et au sein de ma propre famille, je peux avoir des ennemis. Et d'ailleurs, ils sont tellement mes ennemis qu'on va venir les mettre en quarantaine, comme dans certains pays, et on va venir les arracher à leur groupe d'appartenance. Et ça, c'est très totalitaire. Hannah Arendt avait bien précisé que le totalitarisme, pour fonctionner, il a besoin de casser les groupes d'appartenance. En particulier les classes sociales, ce qui unit les classes sociales, mais bien sûr, la famille est un groupe d'appartenance. Donc, on a cette stratégie de division où, en fait, on oriente les gens vers des divisions internes. Est-ce qu'il faut porter le masque ou pas le masque? Est-ce que on est noir ou on est blanc? Est-ce que on est chrétien, musulman, etc., etc. Alors, la question est plutôt est-ce que nous avons des privilèges ou pas? Et à qui profite le crime? Alors, à qui profite le crime? Maintenant, il paraît que c'est une question conspirationniste. Donc, j'annonce à tout le monde que Cicéron, le grand philosophe romain, était conspirationniste. Attends, puisque c'est une question essentielle en matière d'investigation. À qui profite le crime? À qui profite l'orchestration de la paralysie de l'humanité cette année? C'est une question essentielle. Et pourquoi on peut plus se poser cette question? C'est quand même incroyable de savoir qu'aujourd'hui, effectivement, si on pose cette question à qui profite le crime, on est taxé de complotiste, de conspirationniste. Comment expliquez-vous cette... C'est quoi? C'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on a quasiment la confiscation de notre pensée. On a une criminalisation de la pensée. On a une criminalisation de la pensée. Penser est criminel. Et penser est criminel parce que penser pourrait éventuellement dénoncer les crimes. Mais oui, d'ailleurs, dans les pathologies, il n'y a que les pervers, les paranoïaques et les psychopathes qui confondent la pensée et l'acte. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas ce filtre. Mais on doit pouvoir penser de tout, débattre de tout, pour pouvoir évoluer et pour pouvoir aussi une certaine mesure. Il y a une autre chose que j'aimerais ajouter, c'est la question de la certitude délirante. C'est-à-dire que qu'est-ce qui caractérise un délire? C'est la certitude absolue. Alors, on va dire la certitude absolue du premier principe, certitude absolue de
des moyens employés, etc., pour les contester, certitude absolue de tout ce qui est mis en place. Donc, on a bien affaire à un délire. Et l'infantilisation, c'est pas aussi un outil de propagande? Parce que moi, ce qui me sidère le plus aujourd'hui, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'on est pris pour des gamins, quoi, qu'on nous prend pour des bébés. Jacques a dit levez le pied gauche. Est-ce que ça rentre également dans ces outils, l'infantilisation? Pardon, hein, moi, j'y connais rien. Oui. Moi, c'est ce qui me choque Oui, le plus. oui. L'infantilisation, oui. L'infantilisation fonctionne très bien parce que je crois que ce qui est de plus difficile à conceptualiser pour les personnes, parce que c'est très angoissant, c'est le fait que, encore une fois, les gens qui sont au pouvoir ne sont pas des gens vertueux, ne sont pas des gens qui leur veulent leur bien. Et ça, c'est très angoissant parce qu'on projette en fait une figure parentale sur ces gens-là. Et qu'est-ce qui se passe si ces gens-là, qui ont tous les privilèges, en réalité sont des psychopathes extrêmement cyniques qui veulent notre peau? Eh bien, il y a un mécanisme psychologique de protection qui peut intervenir, qui s'appelle tout simplement le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire qu'on peut aller même jusqu'à défendre son bon parce qu'on ne voit pas d'issue. On se sent coincé. Donc le psychisme, il se défend en fait. Il crée des défenses pour se protéger. Et je crois que c'est ça qui se passe. Et qui se passe d'autant plus qu'on va infantiliser les citoyens, c'est-à-dire on va bien leur rappeler qu'on est le parent tout puissant. Je suis allée lire un livre d'Hippocrate qui s'appelle Épidémie. Et que dit Hippocrate dans Épidémie? Que le médecin, il doit à tout prix éviter le remède si le remède nuit à son patient. D'accord? Le médecin doit être utile et ne pas nuire. Et il rappelle une deuxième clause très importante, que la médecine est un art, donc ça n'est pas une science dure, c'est quand même important parce qu'on ne va pas traiter les gens et les populations de la même façon si on en fait une science dure ou si on en fait un art. L'art médical consiste en une relation humaine entre le médecin, son patient et la maladie. Et que, je rajoute, pourquoi c'est un art? Parce que le médecin, il va faire une interprétation des symptômes. Donc, il y en a qui sont plus ou moins expérimentés dans leur art, et il n'y a donc pas de vérité absolue en médecine, comme il n'y a pas de vérité absolue dans l'art. Je voudrais juste rappeler ça, comme il n'y a pas de vérité absolue dans la justice humaine, parce que la justice humaine, c'est aussi un art. Donc aujourd'hui, quand on a des logiques quantitatives, statistiques, de sciences dures accolées dans la médecine, il faut tout de suite se poser la question, est-ce que nous sommes dans l'art médical? Quand on interdit à des médecins de prescrire selon leur conscience souveraine de médecins qui connaissent leurs patients et qui donc sont dans cette relation d'art médical avec leurs patients, on de quoi? Justement, à propos de cette interdiction, est-ce qu'il y a d'autres décisions qui ont été prises et qui vous ont vraiment scandalisé, ou qui vous ont dit ça y est, et là on a franchi un cap dans la soumission et dans justement l'arrivée dans une dictature qui cache son nom, quoi. Quelles sont les décisions qui ont été prises, ou voire même comment vous depuis la Colombie, vous avez vu un petit peu cette Europe disparaître d'un coup de baguette comme ça? C'est que tous les États. Oui, mais ce qui est quand même le plus surprenant, c'est qu'il y ait un État qui fasse la même chose, bon, qui fasse. Mais là, c'est le monde entier on a l'impression que les États se retournent contre leur peuple, donc c'est pas rien. Et cette soumission, elle est omniprésente partout. Comment on en est arrivé là? Alors j'ai bien compris tous les mécanismes, mais ça voudrait dire que tous les États sont corrompus aujourd'hui? Ça voudrait dire que
les plus grandes instances internationales sont complètement corrompues. Ils veulent faire du mal à leurs concitoyens. On a parlé de sectes tout à l'heure. Les sectes, elles fonctionnent par infiltration des institutions publiques et politiques. Donc, je pense, et je peux le démontrer, que nous avons, à l'échelle de la planète, une infiltration publique et politique, et en particulier au niveau des hautes instances de l'État, de type sectaire. J'ai eu ma propre initiation en investiguant très en profondeur la question des droits sexuels des enfants. Et je suis donc tombée sur un certain nombre de lobbies pro-pédophiles infiltrés dans les plus hautes instances des États. Donc, je crois que, très curieusement, on va retrouver les mêmes financements de la pandémie. Ça, c'est quand même très, très intéressant. C'est-à-dire que l'OMS est un organisme qui est tout sauf dans l'intégrité. C'est un organisme qui fonctionne par conflit d'intérêts, puisque on sait très bien que Bill Gates en finance une grande partie, et en même temps, c'est le promoteur de la solution. Donc, c'est le créateur du problème, le promoteur de la solution. Donc, la question qui finance me paraît extrêmement qui finance. Ensuite, des chercheurs ont bien démontré que l'OMS avait fait appel à une société de propagande de masse pour influencer les opinions. Est-ce que nous sommes, là encore, dans un consentement éclairé? Il s'agit d'influencer les opinions avec des influenceurs. De quoi parle-t-on? Est-ce que Bill Gates est habilité à intervenir en matière de santé? On connaît les scandales qu'il a déjà, on connaît ses propos. Alors, il faut savoir que là où ça a mené mes propres recherches très approfondies, hein, donc avant de me critiquer, déjà que les gens lisent mon livre et puis s'informent sur ces lobbies. Qu'est-ce qui se passe? On a toute une stratégie en fait de mise en place intentionnelle depuis des décennies sur tous les fronts par une stratégie d'infiltration de toile d'araignée de la société, d'un monde qui est le mixte du monde d'Huxley et de Orwell. Voilà, on a combiné les deux et c'est vers ça qu'on nous amène. Et pourquoi nous amène-t-on vers ça? Parce que, encore une fois, les tyrans ont besoin de conserver avec assurance leur pouvoir tyrannique. J'écoutais, il y a un disque fabuleux de Jordi Savall sur les routes de l'esclavage, et à un moment donné, il y a un récit, le code de l'esclavage de la Bardane, 1661, et il est très codifié que le maître doit absolument fonctionner par des méthodes d'intimidation et terrorisante parce qu'il n'a pas le choix, parce que si jamais les esclaves se retournent contre lui, effectivement, ils lui prendront ses privilèges et le tueront. Donc pour ça, il faut décider, c'est le principe 1 sur 10, hein, c'est ce que faisait César dans son armée, c'est-à-dire pour avoir l'ordre, il faut intimider et en faire des exemples. Donc une fois qu'on a fait un exemple, normalement, tout reste tranquille. Sauf qu'en fait, ça fonctionne par une contagion de la terreur, mais sauf qu'en fait, alors il était très codifié, il fallait d'abord couper le pied de l'esclave, ensuite le jarret, ensuite condamnation à mort, si jamais il avait quand même l'idée de fuir. Parce que cette idée de fuir, elle devait absolument être tuée dans tous les esclaves, puisque les esclaves étaient beaucoup plus nombreux que le maître. Donc, si les esclaves avaient rendu sacré le sacrifice de leurs compagnons esclaves, ils se seraient effectivement rebellés et se seraient enfuis. Et ils auraient repris leur liberté. En fait, ça, c'est quand même très important. Ces stratégies d'intimidation qui fonctionnent bien par la propagande. Hein. On a quelques exemples. Là, je crois, une femme enceinte qui est arrêtée chez elle à Melbourne parce qu'elle voulait inciter à manifester. Ça, c'est vraiment, en plus, de l'intimidation. Parce que par l'intimidation, en fait, chacun va craindre d'être persécuté et va encore une fois rogner complètement
ce qui fait le sens de son humanité. Et donc, ça, c'est quand même très important, parce que jusqu'où sommes-nous prêts à perdre notre humanité par peur d'être persécutés? Autre question que chacun résoudra en lui-même, en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est une question, moi, je n'ai pas de réponse collective, je n'ai que des réponses individuelles. Mais je comprends, À mais l'inverse de ces tyrans. moi, et là, c'est le citoyen qui vous parle, hein. Moi, ce qui me perturbe le plus, c'est qu'on est à l'heure où on a la possibilité d'avoir accès à l'information. On peut savoir, on peut connaître la vérité si on avait vraiment envie de chercher. Et là, j'ai l'impression que non, il y a une compromission qui est acceptée, il y a une corruption systémique qui fait que ben voilà, on accepte tout, alors que le simple bon sens aujourd'hui nous ferait dire ben, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible, on peut pas. On a traversé des guerres, des génocides. Il n'y a aucune guerre, aucun génocide. C'est pas moi, c'est un témoignage d'un chauffeur de taxi qui me disait je comprends pas, moi. Il y a toutes les guerres, il y a plein. On n'a jamais vécu, on n'a jamais arrêté la planète comme ça tout d'un coup pour 3 grippes, quoi, pour un petit virus. Qu'est-ce qui se passe? Et on a l'impression que, au-delà de ça, que tout le monde est content de jouer à la guerre, tout le monde est content de participer à une guerre. On est caché derrière son masque. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens, de voir toutes ces personnes masquées dans la rue alors qu'on est en pleine forêt. Et que le bon sens, alors, j'entends bien la propagande, mais quand même, on a la possibilité d'avoir accès aujourd'hui à l'information. Donc, comment le cerveau a-t-il pu être à ce point-là complètement déconnecté juste du bon sens? Pardon, c'est un petit peu long, hein, mais c'était juste pour... Plusieurs biais, ouais. Non, mais par plusieurs biais, et après, ça me ramène à une réflexion que je pense très intéressante. Le premier biais, donc, c'est la terreur. Le second biais, c'est l'empathie. Donc, suppression de la réflexion possible, persécution de ceux qui réfléchissent ou qui ont un discours, un petit peu divergent. Également, le conflit de loyauté et le langage paradoxal. Le langage paradoxal, je vous en ai parlé, mais je peux le dire un peu plus, c'est-à-dire, pour protéger les enfants, laissons-les chez eux. Parce que vous savez, on a eu 6 mois de quarantaine, donc une quarantaine, 6 mois où les gens n'ont pas le droit de bouger de santé pour protéger les enfants. Alors, pour protéger les enfants, laissons-les chez eux. Donc là, pour protéger les enfants, voyons voir. Leurs parents n'ont plus de travail, ils ne savent pas comment les nourrir. Sans doute rester 1 an sans instruction. On n'a toujours pas résolu le problème de comment les parents vont payer les factures d'eau et d'électricité. Où est-ce qu'on protège les enfants qui n'ont plus aucune socialisation? Voilà, alors, c'est le discours paradoxal. Pour protéger les vieux, n'allez pas les visiter. Alors, j'ai un petit peu vu quand même ce qui s'est dit au Sénat, je crois. Je crois que les anciens n'ont pas vraiment été protégés du tout, voire n'ont pas eu de traitement administré correctement. Donc, pour protéger les vieux, laissons-les crever tout seuls. Ça veut dire. Et ça fonctionne toujours comme ça, en fait. Ça fonctionne toujours par paradoxe. C'est pour vous protéger, on vous destitue de vos moyens de subsistance. Ah bon? Et ça fonctionne toujours par le nœud paradoxal. Donc, au bout d'un moment, le cerveau, pour le dire simplement, il bug. Il n'arrive plus à penser. Et puis après, on a le conflit de loyauté. Alors, le conflit de loyauté, on le connaît très bien par le choix de Sophie, hein, c'est-à-dire quel est l'enfant que tu vas choisir entre les deux à l'entrée du camp. Et bien là, c'est pareil. C'est-à-dire, on nous a mis en conflit de loyauté tout le temps. C'est protège ta santé, mais protège pas ton travail. Ou alors protège ton travail, protège pas ta santé. Si tu vas aider les autres, tu vas mourir, etc., etc. C'est tout le temps dans le conflit de loyauté. Donc là, le conflit de loyauté, je trouve l'un des plus raffinés. C'est pour protéger vos enfants, accepter que vos enfants soient séparés de vous.
C'est ce que préconise Accepter que vos l'OMS. enfants soient séparés de vous. Ah, c'est Mais bien sûr, exactement mais bien sûr, directive de parce que l'OMS, c'est une entreprise corrompue. C'est une entreprise corrompue. La promotion des standards pour l'éducation sexuelle en Europe, c'est la promotion de qui sait et consorts, c'est-à-dire de promoteurs de la pédophilie. Donc à partir de là, qu'est-ce que c'est l'OMS? C'est quoi? C'est une entreprise de corruption des enfants, de l'humanité. C'est tout. Et l'OMS, j'ai pointé par exemple un des discours paradoxaux de l'OMS qui nous sort un trouble psychologique des jeux vidéo. Mais en même temps, pendant la pandémie, ils disaient bon, les enfants, vous avez qu'à les mettre devant les jeux vidéo. Bon, comment on peut réussir à penser, quoi Voilà. Donc ça fonctionne toujours comme ça. C'est-à-dire la fin justifie les moyens. Rappelons-nous, la fin justifie les moyens. C'est-à-dire pour protéger les enfants, acceptons de les maltraiter. Ce qui se passe actuellement. Pour protéger les enfants, acceptons de les maltraiter. La fin justifie les moyens. Eh bien non, la fin ne justifie jamais les moyens. Et je pense même que j'ai hâte d'avoir les chiffres du confinement. Les gens, tout le nombre d'enfants qui ont été violés, le nombre de femmes battues qui sont mortes, le nombre de suicides. Voilà, j'espère avoir les chiffres. En tout cas, ça va être l'objet de mon enquête également sur ce confinement, parce que voilà, c'est un confinement au XXIe siècle, un confinement mondial en plus, donc c'est pas rien. C'est encore du jamais vu, quoi. C'est même dans l'imagination des plus pervers, je pense que c'était pas envisageable, quoi. C'est raffiné, oui, c'est raffiné. C'est très raffiné. Et il y a une attaque sans précédent contre la tendresse humaine. Et ça, c'est quand même très important parce que la tendresse, c'est quoi? C'est le fait de faire passer son amour dans des gestes. Et donc, cette attaque contre la tendresse humaine me paraît effectivement, que ce soit d'ailleurs quand tu préconises d'isoler l'enfant dans la chambre, il n'y a même pas de mention d'âge. Là, on va isoler l'enfant dans sa chambre pour qu'il apprenne ses phrases pas tout seul. Les enfants n'ont pas le droit d'aller les voir. Encore une fois, demandons la vie aux gens. Que veulent-ils? Veulent-ils vivre une vie déshumanisée sans tendresse? Ou peut-être, d'accord, vivre moins, mais vivre dans tout ce que vivre suppose d'humain, c'est-à-dire de prise de risque aussi. Parce qu'à ce moment-là, ce compte-là, si on n'a plus le droit de prendre des risques, eh bien, ne prenons plus la voiture, ne sortons plus, n'allons plus travailler. Vivre, c'est prendre des risques. Et l'héroïsme du vivre, c'est parfois, en conscience, se sacrifier. C'est-à-dire prendre un risque sur sa propre vie pour rendre sacré les choses. C'est votre message, Ariane? Si votre message, ça serait vivre, c'est prendre des risques. Acceptons de prendre un risque et vivons pleinement. Mon message, c'est rendons. J'ai plusieurs messages, en fait. J'ai rendons sacrée la vie. C'est-à-dire, la vie c'est sacré, mais pas la survie, la vie. C'est-à-dire notre vie spirituelle, notre vie intellectuelle, notre vie émotionnelle, pas que notre vie biologique, notre vie humanisée. Mon second message, c'est unissons-nous. Mais pour nous unir, il faut avoir combattu à l'intérieur de ses propres noms. C'est la première révolution, parce que, alors là, on peut aller manifester, on peut aller faire des révolutions, etc. Tant qu'on n'a pas résolu à l'intérieur de soi ses propres problématiques de division et de haine, ça ne servira à rien. Parce que nous avons les dirigeants que nous méritons. Nous avons les dirigeants que nous permettons. Nous avons les dirigeants. Pourquoi nous avons tous ces dirigeants? Parce que nous-mêmes, essayons de créer un collectif qui vivrait en paix de 10 personnes sur un même lieu. Ça marche ou ça ne marche pas? Ça ne marche jamais. Essayons de nous autonomiser vraiment d'une autre instance, et dire, bon, ben voilà, alors on va essayer en local, on fait un collectif de 10 personnes, on va essayer d'être autonome. On ne va plus avoir besoin, on se fait un petit peu l'idéal de certaines communautés anarchistes, on va semer la terre, on va sortir notre production, etc. Est-ce que ça fonctionne? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'à l'intérieur de nous, nous ne sommes pas en paix.
Parce qu'à l'intérieur de nous, nous sommes mus par des émotions de colère que nous allons restituer sur l'autre, parce que il est là à ce moment-là, à ce moment-là, et de division, et parce que nous ne sommes pas alignés à l'intérieur, et parce que nous ne sommes déjà pas en amour de nous-mêmes. Donc mon premier message le plus important, c'est pour combattre les totalitarismes, il est important de, premièrement, se reconnecter à sa dimension transcendante. Nous ne sommes pas ce à quoi nous avons été réduits. L'humanité, elle a une histoire, elle a des grandes figures héroïques auxquelles nous pouvons nous raccrocher. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le totalitarisme, il fonctionne par réduction au fil de la pensée. C'est-à-dire que toute cette année, on ne parle plus d'autre chose, c'est virus, pas virus, masque, pas masque. Ça nous restreint complètement notre champ de pensée, alors qu'il faudrait l'ouvrir. Et ne pas se réduire à ça, en fait. Donc c'est très important de nous rouvrir à notre transcendance et d'abord faire la paix en nous-mêmes. Parce qu'une fois qu'on sera déjà autonome avec nos propres émotions et capable de vivre en paix avec les autres, même quand ils sont en crise, ne plus réagir à la crise et au contraire la paix dans la paix, dans l'harmonie, et bien là, effectivement, on commencera à vraiment offrir quelque chose d'autre. Mais tant qu'on n'a rien à ouvrir d'autre, et bien ce résultat totalitaire, qui n'est que le croisement et le produit de ce que nous avons permis, ce à quoi nous avons accepté d'être réduits, et ceux qui en profitent. Un immense merci. Un immense merci, Ariane. Merci.